Bonjour, nouvelle édition de l'information, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de cette édition, malgré la pression économique, l'Office togolais des recettes OTR poursuit ses objectifs en matière de collecte des recettes à la fin du mois d'août. Elle s'estimait à 71% de l'objectif budgétaire de l'année 2023. Autre sujet, nouvelle disposition pour mieux lutter contre la piraterie maritime en collaboration avec le Nigeria, le Bénin et le Niger. Une initiative dénommée l'opération Safe Domain 2 a été lancée. De quoi s'agit-il concrètement? Les précisions à suivre. Puis, au-delà de nos frontières, Amnesty International accuse les multinationales exploitant le cuivre et le cobalt dans le sud-est de la République démocratique du Congo d'user d'expulsions forcées, de menaces, d'actes d'intimidation et de tromperie contre les populations locales. Nous y reviendrons. En Libye, la situation reste critique dans l'est du pays alors que le bilan provisoire fait état de milliers de personnes ayant péri à Derma, ville de 100 000 habitants. Les dégâts matériels également occasionnés par le passage de la tempête Daniel sont tout aussi considérables. Nous ferons le point. C'est tout pour les grandes lignes de ce soir. Nous passons aux détails tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. Pour aider les populations vulnérables à faire face aux besoins urgents, l'État a alloué un budget à 9 ministères pour exécuter les dépenses sociales. Après 6 mois d'exécution, seulement 22,59% du budget a été dépensé. Une performance jugée maigre par le rapport d'exécution du premier semestre de l'année en cours. Les détails de Kofi Klégué. La loi de finances exercice 2023 avait prévu des dépenses dites sociales dans le souci d'améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. 623 milliards avaient été alloués aux différents ministères pour exécuter les besoins sociaux urgents des populations. Le rapport d'exécution du budget de l'État sur les 6 premiers mois de l'année 2023 donne des précisions qui ne sont pas encourageantes. Pour 2023, les secteurs sociaux de 9 ministères ont été ciblés. En dehors de ceci, un programme d'appui aux populations vulnérables avait aussi été mis en place, en plus d'une provision de lutte contre la Covid-19. Selon ce rapport, sur les 623 milliards de francs CFA alloués aux secteurs sociaux de ces ministères, après 6 mois d'exécution, seulement 143,04 milliards sont dépensés au profit des populations vulnérables, soit un taux de 22,95%. Un taux qualifié de maigre par le rapport d'exécution. Dans les détails, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a mieux fait avec une exécution estimée à 44,48% de son allocation. Le ministère de l'Action sociale le suit avec 40,51%. Ministère des Enseignements primaires, techniques et de l'Artisanat, 40,44%. 17,55% pour le ministère de l'Agriculture, la Santé et Revenus avec 16,31%. Le ministère en charge de la jeunesse n'a pas dépassé 13,08%. Celui du désenclavement et des pistes rurales s'est défendu avec 3,80% quand son voisin de l'eau peine à arriver à 1,24%. Au même moment, le ministère délégué chargé de l'énergie et des mines n'a pas fait mieux que 0,51%. L'Office togolais des recettes ne compte pas relâcher pour le compte de cette année 2023. Malgré la pression économique, il continue par augmenter son chiffre d'affaires. À la fin du mois d'août, ses recettes collectées s'estimaient à 71% de l'objectif budgétaire de l'année 2023. Les détails de Bernard Quinvy. À la date de fin août 2023, l'Office togolais des recettes OTR a réussi à collecter la somme de 648 milliards de francs CFA de taxes et impôts, soit un taux de réalisation de 71% de l'objectif annuel de 912 milliards de francs CFA. Cette réalisation est imputable à la consolidation des acquis de réformes menées en matière de renforcement de la lutte contre la fraude et la corruption, de la modernisation des procédures ainsi que la redynamisation des mécanismes de gouvernance selon le commissaire général de l'Office Kokou Philippe Todier. Rappelons que les recettes de l'OTR sont constituées essentiellement d'impôts sur les revenus, les bénéfices et gains en capital, sans oublier les biens et services, le patrimoine, les droits et taxes sur le commerce extérieur, entre autres.
Par ailleurs, les recettes fiscales représentent la majeure partie du budget national. Elles aident l'État à mettre en œuvre sa politique de développement. Depuis 2011, le 12 septembre de chaque année est célébrée la journée pour la coopération Sud-Sud et pour l'occasion, nous faisons un point sur les récentes grandes coopérations entreprises par le Togo avec d'autres pays de la sous-région. Le point de Nadège Arledia. La coopération Sud-Sud propose que les pays en développement s'entraident. Elle encourage l'autosuffisance au travers des expériences que ces pays doivent se partager entre eux, parlant de compétences et d'initiatives réussies. Elle touche les domaines comme la santé, le changement climatique, le développement agricole, l'urbanisme et les droits de l'homme, entre autres. Sa vision est de lutter contre la pauvreté en renforçant la résilience de ces pays et les encourager à atteindre les objectifs de développement durable. Le Togo s'est lancé dans ces coopérations. Parmi les plus récentes, l'on compte une coopération décentralisée Sud-Sud avec son voisin le Bénin dans des secteurs de l'assainissement et de la fiscalité en février 2022. En juillet de la même année, le pays a renforcé sa coopération en matière d'économie et du commerce avec le Ghana, qui est appelé à faciliter la bonne circulation des personnes et des biens entre les deux pays. Toujours dans la même année, le pays a noué une autre coopération avec le Burkina Faso au sujet de la sécurité. Celle-ci leur a permis de se partager des expériences et stratégies à adapter à leur situation respective. Plusieurs autres coopérations avec d'autres pays de la sous-région et du continent ont été créées et renforcées. À titre d'information, le premier rapport sur cette coopération en Afrique a été publié en 2019. Le Togo, quant à lui, dispose d'un autre cadre de coopération pour son développement qui s'inscrit dans la logique des objectifs de développement durable 2030. La sécurité maritime est un aspect tout aussi important à prendre en compte en ce qui concerne le développement économique d'un pays. Dans ce contexte, le Nigeria, le Bénin, le Niger et le Togo ont lancé ce lundi l'opération Safe Domain 2. De quoi s'agit-il concrètement? Comment va-t-il contribuer à renforcer la lutte contre la piraterie maritime? Harold Messan-Atto pour des éléments de réponse. Afin de lutter efficacement contre la piraterie et la criminalité en mer dans le golfe de Guinée, le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Niger ont lancé ce lundi l'opération Safe Domain 2. L'opération, qui va se dérouler du 11 au 15 septembre dans la base navale de Cotonou, est mise en œuvre dans le cadre du protocole d'accord sur les opérations et patrouilles maritimes conjointes JMOP. Ce dernier vise à assurer un contrôle permanent, conjoint et coordonné de la zone maritime pour garantir la sécurité maritime. Elle est importante pour faire face aux nombreuses activités maritimes illicites qui ont été signalées dans le golfe de Guinée. En effet, selon les derniers chiffres de l'IMB, le golfe de Guinée représentait au cours des 3 premiers mois de 2021 43% des incidents de piraterie signalés dans le monde. La lutte contre la piraterie dans la sous-région relève de la nécessité car elle a un impact non négligeable sur l'économie de la zone. Elle peut déstabiliser des économies déjà fragiles en s'attaquant au commerce local et régional. Elle cause des pertes financières estimées à plusieurs milliards de dollars par an. Le phénomène a également un coût humain important avec des centaines d'otages et des milliers de personnes détenues par les pirates. Enfin, la piraterie a augmenté les coûts de transport d'environ 8%, engendrant des pertes pour l'industrie du transport maritime évaluées entre 0,9 et 3,3 milliards de dollars. Et les défis sécuritaires posés par la piraterie compromettent le développement économique de la zone, tout en mettant en danger les moyens de subsistance des communautés côtières locales et les marins en général. Intéressons-nous au sujet santé avant de s'envoler pour l'actualité au-delà de nos frontières. La vaccination infantile présente plusieurs avantages de santé publique. Elle assure la protection des enfants contre de nombreuses maladies, mais également confère dans certains cas une protection communautaire. Promis Pomegbe nous parle de cet acte de prévention ainsi que de ses avantages dans le reportage qui suit au travers de la voix de Félicité Chapla. La vaccination infantile met les enfants à l'abri de plusieurs maladies infectieuses. En effet, contenant des micro-organismes, bactériovirus atténués, l'administration d'un vaccin stimule le système immunitaire à se défendre contre la maladie concernée.
Les autorités sanitaires et gouvernementales togolaises s'activent depuis bon nombre d'années déjà pour mobiliser les parents autour de l'administration des vaccins aux nouveau-nés. Le but est de les prévenir des maladies meurtrières de l'enfance évitables par la vaccination. Ceci contribue de manière efficace à la réduction de la mortalité et de la morbidité des enfants dans le pays. Au moins 6 fois avant l'âge de 2 ans, les enfants doivent être présents au service de vaccination des centres de santé pour leur faire bénéficier des vaccins contre la poliomyélite, la tuberculose, les diarrhées, la diphtérie, le tétanos, l'hépatite B et bien d'autres encore. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 2 à 3 millions de vies sont sauvées chaque année grâce à cet acte de prévention. La vaccination ne comporte pas que des avantages individuels, mais aussi pour la communauté et pour les générations futures. Elle permet d'éviter des épidémies qui risqueraient d'atteindre les personnes les plus fragiles de son entourage, notamment les nouveau-nés, les personnes souffrant d'une infection contre-indiquant la vaccination, les personnes âgées et les femmes enceintes chez qui cela pourrait entraîner des malformations fœtales très graves. Toutefois, certains vaccins, comme celui antitétanique, ne réduisent pas le risque de contamination pour les non-vaccinés, mais la personne vaccinée de cette maladie mortelle. Au-delà de nos frontières, en République démocratique du Congo, plus précisément, des multinationales exploitant des minerais dans le sud-est du pays seraient auteurs de plusieurs formes de violations de droits humains, des accusations portées contre elles par Amnesty International au travers d'un rapport rendu officiel ce mardi. Expulsions forcées, menaces, actes d'intimidation et tromperies contre les populations locales. Telles sont notamment les accusations portées contre les multinationales exploitant le cuivre et le cobalt dans le sud-est de la République démocratique du Congo. C'est Amnesty International qui a lancé l'alerte dans un rapport publié mardi intitulé « Alimenter le changement ou le statu quo ». Dans ce document, Amnesty International et l'Initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains, une organisation basée en RDC, se penche sur l'impact sur les droits humains de 4 projets dans la région minière de Kolwezi. Les 2 ONG soulignent que les populations riveraines ont été forcées de quitter leurs maisons et leurs terres agricoles pour permettre l'expansion des activités minières. La RDC fournit plus de 70% du cobalt mondial, métal crucial pour les batteries utilisées dans l'électronique et les voitures électriques. Seulement, la nécessité de décarboner l'économie mondiale ne doit pas engendrer de nouvelles violations des droits humains, rappelle Amnesty. Au Kenya, les citoyens s'inquiètent du sort de leur pays 1 an après l'élection de leur président William Ruto. Sa première année de gouvernance reste diversement appréciée par l'ensemble de la population. Nous avons recueilli quelques avis pour vous et voici le compte rendu. Le 13 septembre 2022, le Kenya tournait la page Uhuru Kenyatta. William Ruto prenait les commandes du pays. Une année après, les Kenyans jugent la gestion à mi-parcours de leur président. Alors que de nouvelles taxes ont été instaurées dans la loi des finances 2023-2024, William Ruto a supprimé des subventions sur les carburants et certains produits alimentaires. 1 an après les élections, nous n'avons vu aucun changement sur le plan économique. En fait, les choses vont de plus en plus mal. Il y a des débats, mais très peu d'actions. Ces gens ont promis le paradis sur terre, mais nous ne voyons rien. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Les prévisions de croissance pour 2023 s'annoncent inférieures au plus 4,8% de 2022, plombées notamment par une monnaie en dépréciation continue et une dette record de 64,4 milliards d'euros. Si j'ai quelque chose à dire concernant le premier mandat de Ruto, je dirais qu'il s'agit d'une période extrêmement difficile pour 2 raisons. Premièrement, l'environnement mondial n'est pas facile. Deuxièmement, les politiques mises en place n'ont pas été efficaces. Certaines d'entre elles ont dû être annulées. Fer de lance de l'Afrique de l'Est, l'économie kenyane a été sérieusement ébranlée par le Covid-19, puis l'onde de choc de la guerre en Ukraine. Je suis très inquiet de la direction que nous prenons. Si nous maintenons un environnement où le coût des biens est élevé,
où le chômage est important, où les impôts pèsent sur les populations, il est très difficile de créer un environnement de prospérité dans ces conditions. Les opposants ont tenté de capitaliser sur le mécontentement général, organisant 10 jours de mobilisation émaillés d'affrontements qui ont fait 50 morts, selon des ONG. Nous quittons le Kenya pour le Maroc où des initiatives continuent par se multiplier pour la prise en charge des victimes du séisme dans les zones enclavées du Haut-Atlas. L'armée marocaine a installé des hôpitaux de campagne pour la prise en charge des blessés dans la dite région. Plus de 72 heures après le violent séisme qui a fait près de 2900 morts, l'armée marocaine a installé des hôpitaux de campagne pour soigner les blessés dans les zones enclavées du Haut-Atlas, comme ici dans le village d'Asni dans la province sinistrée d'Alaouz, à un peu plus d'1 heure de Marrakech. Plusieurs patients y ont déjà été admis. L'hôpital a été déployé il y a 48 heures. On a commencé le travail aujourd'hui. Il a commencé à fonctionner aujourd'hui, ce matin. Et on est déjà à plus de 300 patients. Des cliniques mobiles ont été installées dans d'autres zones enclavées et dans tous ces hôpitaux, les médecins s'occupent essentiellement des soins primaires, des sutures, des plaies profondes ou superficielles ou encore les traumas. Les fractures et les cas graves sont transférés vers les grandes villes. Jusqu'à présent, la situation est maîtrisée. On arrive à gérer, alhamdoulilah. On évalue la gravité. Donc les patients graves, on les envoie vers Marrakech. Et donc il n'y a pas de problème. Donc on est là, 24 sur 24, pour faire face à n'importe quelle situation. La Croix-Rouge a lancé mardi un appel de fonds d'environ 100 millions de dollars pour soutenir les opérations de secours au Maroc. Les autorités marocaines, quant à elles, ont annoncé la reconstruction des logements détruits dans les zones sinistrées et une solution pour les sans-abri. Et pendant ce temps, la communauté internationale continue par exprimer son soutien au Maroc en hommage aux milliers de victimes disparues suite au séisme. Des centaines de personnes se sont rassemblées à Anvers pour une cérémonie commémorative. Le compte rendu. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans la ville belge d'Anvers pour une cérémonie commémorative en hommage aux victimes du tremblement de terre qui a coûté la vie à plus de 2800 personnes au Maroc. C'était vraiment très important pour nous comme communauté marocaine qui habite à Anvers. On est vraiment très touchés. Pourquoi touchés? Parce que ça nous concerne. Ce sont nos frères qui ont été victimes du tremblement de terre qui était plus que ça, environ 7. Mais c'était pour nous la première fois. Et on est très loin, mais nos cœurs sont avec les Marocains. C'est quelque chose de très important. On veut que les Marocains au Maroc sont que ceux qui habitent à l'étranger, qu'eux sont là pour les aider. C'est très important, très important. Nous sommes tous des êtres humains, on doit aider, l'un doit aider l'autre. Très simple. La diaspora marocaine en Belgique et dans de nombreux pays d'Europe s'organise pour l'envoi de dons, de matériel et de médicaments ainsi que des denrées non périssables aux populations touchées par ce séisme. Autre désastre en Libye, le passage de la tempête Daniel dans l'est du pays a occasionné d'innombrables dégâts. Des milliers de disparus et au moins 2300 morts sont signalés avec des bâtiments et des barrages détruits. Le compte rendu de la situation avec le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de la région. La Libye en proie aux inondations après le passage de la tempête Daniel. Des milliers de personnes ont péri à Derma, ville de 100 000 habitants dans l'Est, alors que plusieurs autres sont portés disparus. Outre le bilan humain sur le plan matériel, les dégâts sont aussi considérables. Tableau dressé notamment par le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de la région. L'énorme quantité de pluie accompagnée de vents violents a causé la mort de milliers de citoyens et on a blessé des milliers. Les recherches se poursuivent pour retrouver les personnes disparues qui ont été emportées par de fortes inondations qui ont provoqué l'effondrement d'un certain nombre de bâtiments publics et privés. Le nombre de personnes touchées est très important. Les dégâts sont énormes, il est difficile de les décrire ou de les mesurer.
La tempête a également frappé Benghazi et le district montagneux de Jabal al-Akhdar. Des inondations, des coulées de boue et autres dégâts majeurs ont été signalés dans l'ensemble de la région. Nous avons donné des instructions immédiates pour exploiter toutes les capacités, fournir le soutien nécessaire en équipements médicaux, mobiliser des convois médicaux et attribuer des points de refuge à ceux qui ont perdu leur maison. Le gouvernement libyen, reconnu par la communauté internationale de son côté, a annoncé lundi 3 jours de deuil national et a souligné l'unité de tous les Libyens face à la catastrophe. Ainsi se referme donc votre édition de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.